Monsieur le Président, cher André Antibi, Mesdames, Messieurs, je vous prie d'excuser mon absence physique parce qu'aujourd'hui il y avait un impératif d'agenda, mais je suis évidemment très heureux de m'adresser à vous comme je le fais chaque année lors de votre colloque. Et donc je ne voulais pas manquer celui-ci, pas plus que les autres. André Antibi, dont je suis l'action depuis très longtemps, sait le soutien que j'apporte avec conviction à l'action qu'il a engagée depuis des années pour reconsidérer en particulier la démarche d'évaluation dans l'enseignement. Je connais son inspiration, j'aime son inspiration, elle est celle d'une bienveillance et d'une volonté d'être utile aux élèves. Cette action n'a jamais été plus actuelle et jamais plus nécessaire. Dans le choix des thématiques de ces colloques, le mouvement poursuit dans sa veine. Cette veine a quelque chose d'iconoclaste, et tant mieux. Après 2020 et le sujet qui était vouloir donner du sens à tout prix, aujourd'hui l'expression c'est la folie de l'évaluation. Et ce sera donc aujourd'hui au cœur de vos débats. Ce sera très intéressant, évidemment, je m'en tiendrai informé. Je sais comment parfois on m'a associé à l'évaluation et combien mon intervention liminaire sur une telle thématique peut sembler étonnante, puisque parfois, quand on lit mon nom sur un programme de colloque accolé à une telle expression, on peut s'étonner. Et aujourd'hui, certains penseront que je vais défendre une vision classique de l'évaluation, alors même que j'ai toujours dit que nous devons éviter d'avoir une évaluation qui ne sert à rien et qu'au contraire, ce qui compte, c'est les bonnes évaluations. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne évaluation ? Je ne vais pas verser dans les exercices sophistiques, à l'exemple de ces blâmes paradoxaux qu'on développait dans l'Antiquité et même jusqu'à la Renaissance, par pur jeu rhétorique. Je veux donc tout de suite vous rassurer. Les personnes qui seraient inquiètes ou celles qui pourraient être déçues, j'admire Erasme, je ne m'engagerai pas pour autant dans l'éloge de la folie de l'évaluation. Mais toute provocatrice qu'elle soit, cette expression mérite d'être analysée et explicitée. Il faut définir, prévenir et combattre ce qui serait fou dans l'évaluation. Et donc il faut, si l'on continue à filer la métaphore médicale, avoir une bonne salubrité éducative. J'ai eu l'occasion de le dire lors du colloque de l'année dernière, nous avons au sein de notre système éducatif français l'évaluation parfois fragile et parfois honteuse. Je crois également, pour rejoindre la thématique de ce colloque, que nous l'avons parfois un peu folle. Du moins, pour être à la fois mesuré et précis, nous avons l'évaluation parfois inconsciente et déraisonnable. Et tout ceci donc peut être un peu le sous-titre de votre colloque. Pourquoi ? Parce que comme certains sujets au sein de notre école, celui de l'évaluation déchaîne des passions excessives, qui sont d'ailleurs parfois des passions aveugles. Sur des sujets multiples d'ailleurs, la question de la moyenne, la question des compétences, la question de la note, la question du contrôle continu, pour ne prendre que quelques exemples. Nous développons là une folie peut-être assez française, quand d'autres pays sont capables de conduire plus sereinement les débats sur ce sujet. Et nous pouvons adopter des solutions qui sont des solutions au bénéfice des élèves. Oui, l'évaluation peut être folle si elle oublie qu'elle est un moyen pour n'être plus qu'une fin en soi. L'évaluation n'est pas une fin en soi. Elle est au service du progrès que nous voulons pour les élèves. Et nous le savons, clarté, cohérence, personnalisation, lien continu avec les apprentissages, telles sont les clés d'une évaluation efficace. Et c'est donc avec ces clés-là, ces exigences à l'esprit, que depuis 2017, j'ai souhaité que nous développions notre réflexion sur l'évaluation, que nous la fassions évoluer et que nous l'intégrions dans les pratiques d'enseignement et plus globalement dans nos démarches. Parce que l'évaluation n'est pas à mes yeux un complément ou une simple phase des apprentissages, et parce qu'au contraire, je pense qu'elle est et qu'elle doit être intimement et constamment liée aux apprentissages de l'élève, à l'enseignement du professeur. C'est donc totalement indissociable de l'acte d'apprendre et de l'acte d'enseigner. Parce qu'enseigner sans évaluer, ce serait agir en aveugle, et puis apprendre sans être évalué, c'est cheminer sans boussole sur le terrain des savoirs. Et puis parce que nous savons, par les sciences cognitives et par l'expérience, que l'évaluation régulière, parfois même continue, permet de progresser. Il y a d'ailleurs certains secteurs qui l'ont compris, comme les jeux vidéo, où vous êtes sans arrêt évolué, et on sait que celui qui joue, en l'occurrence, aime cela et a besoin de cela. Donc cette évaluation permanente, qui est aussi une évaluation dédramatisée, peut être une réponse à une évaluation dramatisante, à une évaluation arbitraire. Les enquêtes internationales sont d'ailleurs assez explicites sur ces sujets. La culture de l'évaluation est clairement vue comme un levier de progrès dans tous les systèmes éducatifs, mais pour être efficace, cette culture doit être pratiquée, elle doit être partagée, afin de répondre à la demande de clarté, de transparence et de cohérence des élèves. Et donc c'est fort de cette conviction que j'ai fait, je crois, évoluer plusieurs aspects de l'évaluation. D'abord, l'instauration d'évaluations nationales en début et en milieu de CP, en début de CE1, en début de 6e, et puis en début de seconde et de CAP aussi, est évidemment une approche de l'évaluation particulière, une des dimensions, parce que le premier objectif, c'est d'être d'abord utile aux professeurs et aux élèves avec une dimension diagnostique.
La dédramatisation est totale, on est en début d'année, il s'agit de voir où on en est pour mieux aider, mieux accompagner. Cela aide les professeurs à identifier les difficultés rencontrées par leurs élèves pour mieux les accompagner dans la consolidation de leurs connaissances. C'est aussi avec cette exigence que j'ai souhaité que soient véritablement considérés les apports des évaluations internationales. Que ce soit PISA, PIRLS ou TIMSS, elles sont des vecteurs de progrès si on les regarde en face et si on sait s'en servir, plutôt que d'avoir l'approche superficielle qui parfois domine encore. Et puis pour intégrer pleinement la démarche évaluative dans nos classes, il faut partager les caractéristiques et la dynamique des évaluations. Et cette démarche figure très clairement dans tous ces aspects au sein du référentiel des compétences professionnelles des professeurs. Et en ce domaine, nous savons tous que beaucoup reste à faire. Il nous faut construire une relation apaisée et raisonnable à l'évaluation. Une relation humble, car consciente de sa relativité. Nul ne détient l'absolue vérité en matière d'évaluation. Une relation partagée aussi au sein des équipes, dans ses déclinaisons, dans ses démarches, dans ses outils, précisément pour réduire autant que possible cette relativité. Il nous faut aussi éclairer les biais qui conduisent à la surconsidération de certains critères et qui parfois peuvent réduire même l'implication des élèves. Et puis il nous faut promouvoir des modalités d'évaluation qui impliquent les élèves. Je pense à l'auto-évaluation, à l'évaluation par les pairs, à la dimension contractuelle aussi, si chère à André Antibi, autant d'éléments qui permettent d'engager l'élève dans l'intérêt que représente l'évaluation. Nous devons aussi reconnaître toutes les compétences des élèves. Je pense par exemple à l'oral, qui est désormais évalué notamment dans le cadre de l'épreuve du grand oral au baccalauréat général et technologique, mais aussi dans le cadre de la présentation du chef-d'œuvre en terminale professionnelle. Il faut donc être ouvert et créatif. Ne pas céder sur les principes partagés comme autant de gages d'une action efficace. Il faut être exigeant et stimulant pour faire progresser les élèves. Et nous savons que l'une des idées, c'est de mettre toujours la barre un peu plus haut, jamais trop haut pour ne pas faire échouer, toujours un peu plus haut pour faire progresser. Et c'est dans cet esprit que j'ai souhaité que soit élaboré un projet d'évaluation dans chaque lycée général et technologique. Et ça, c'est lié évidemment à l'arrivée du contrôle continu, puisque l'objectif est simple. Nous devons répondre à l'exigence d'égalité de traitement des élèves dans le nouveau cadre du baccalauréat, avec 40% du baccalauréat qui est évalué dans le cadre du contrôle continu, mais aussi, ce faisant, développer la réflexion collective sur tous les aspects de l'évaluation, les aspects pratiques, de docimologie, d'harmonisation. Et j'invite chacun à réfléchir à tout ce que ceci permet. Grâce à ce contrôle continu, on a donc une dynamique qui s'enclenche, qui existe en ce moment même dans les établissements. Nous essayons de veiller à ce que ce soit le plus homogène possible pour s'assurer de la justesse et de la justice de ce qui se passe, de la cohérence aussi à l'échelle nationale, et donc d'arriver à quelque chose qui n'a pas suffisamment existé jusqu'à présent dans l'histoire de notre système éducatif, c'est-à-dire réunir les équipes autour des enjeux d'évaluation et à partir de là, remonter vers les enjeux pédagogiques. Et donc ça peut être d'une immense utilité parce que via l'aval, c'est-à-dire l'évaluation, on remonte vers l'amont, c'est-à-dire vers les enjeux pédagogiques en général. Et de manière plus large, je ne doute pas que cette réflexion va rejaillir sur l'ensemble des pratiques et améliorer les continuités d'enseignement, le partage pédagogique. Donc toute proportion gardée, c'est sur les mêmes principes et avec la même exigence que nous avons défini la méthodologie d'évaluation des établissements qui a débuté l'année scolaire dernière. Et quelle en est la finalité ? Tout simplement un progrès pour tous. Nous voulons l'amélioration dans l'établissement du service public d'enseignement, de la qualité des apprentissages des élèves, de leur réussite éducative et de leur vie dans l'établissement. Mais nous voulons aussi l'amélioration pour l'ensemble de la communauté éducative et de ses acteurs, des conditions d'exercice des différents métiers et de bien-être dans l'établissement. Et c'est pour cette raison qu'on a créé un conseil d'évaluation de l'école. Il a élaboré une méthodologie extrêmement précise, longuement travaillée et concertée, appréhendant l'ensemble des domaines de l'établissement dans une dynamique d'auto-évaluation. C'est toujours la même chose, l'évaluation là est pertinente parce qu'elle crée une conscience, et cette conscience, elle suppose une participation, un engagement des acteurs concernés par l'évaluation. Il faut se rappeler dans ce domaine d'où nous venons. Cela résonne d'ailleurs avec ce que j'évoquais sur notre relation compliquée à l'évaluation. Jusqu'à présent, la France était le dernier pays de l'Union européenne à ne pas avoir mis en œuvre une démarche d'évaluation des établissements, alors même qu'elle est essentielle à l'évaluation des politiques publiques d'éducation et au progrès de chaque établissement. Dès lors que justement, là aussi, on sait dédramatiser, on sait rendre utile l'évaluation. La recherche internationale, là aussi, a démontré les effets potentiels importants sur la réussite des élèves et sur la qualité de vie et de travail dans les établissements. Je n'ignore pas les commentaires qui sont parfois faits sur cela, les critiques parfois un peu caricaturales même sur ces questions. Alors même que ce que nous visons, ça n'est jamais rien d'autre que le progrès des élèves. Ce qui est visé, c'est le progrès des élèves. Et c'est à cette aune que l'on doit voir si une évaluation est utile ou pas. Mesdames et messieurs, nous avons engagé un travail, je dirais, de raison, de progrès, pour lutter contre les traditions de folie de l'évaluation dans notre système. C'est ma manière de traiter ce titre. Parce qu'en réaffirmant le rôle
de l'évaluation au service des apprentissages, que ce soit par les systèmes d'évaluation nationales ou par d'autres systèmes, en œuvrant à la clarification des modalités d'évaluation au lycée général et technologique, en engageant une réflexion collective sur ce qui demeurait jusqu'alors trop souvent de l'ordre du non-dit, eh bien nous arrivons à ce que nous voulons, c'est-à-dire la collégialité, la lucidité, l'exigence bienveillante, pour avoir cette distance critique qui est évidemment au cœur de votre colloque. Et je pense que vos échanges vont donc contribuer à développer cette dynamique de raison. Donc nous ne ferons pas l'éloge de la folie, nous ne faisons au contraire l'éloge de la raison. Ça vaut particulièrement pour un sujet comme celui-ci. Et donc éloignons la folie de l'évaluation et allons vers la raison de l'évaluation. Merci et je vous souhaite d'excellents et fructueux échanges.